Bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers concitoyens et bienvenue chez vous sur Inside News RDC. Je suis heureuse de vous retrouver en cette avant-dernière soirée de l'année 2025. Une période où naturellement nos pensées se tournent vers les familles, vers les bilans et les espoirs pour l'année qui s'annonce. Pourtant, en ces instants précieux, l'actualité de notre nation ne prend pas de pause. Elle nous rappelle avec force que les défis qui nous font face sont immenses. Entre les espoirs de paix portés par nos soldats sur le front, les aspirations à une vie meilleure pour chaque Congolais et les tensions qui secouent nos institutions, mon rôle ce soir, comme chaque soir, est de vous apporter les clés pour comprendre. Comprendre les faits, décrypter les enjeux et discerner la vérité dans le tumulte des informations. Ce soir, nous allons décortiquer ensemble 4 dossiers majeurs qui définissent la situation de notre pays. Au cœur de notre édition, nous lèverons le voile sur le phénomène Mobondo qui déstabilise l'ouest du pays, avec des accusations d'une gravité exceptionnelle de notre armée pointant des soutiens politiques. De cette crise intérieure, nous passerons aux pressions extérieures, avec le bras de fer diplomatique entre Kinshasa et Londres sur le sort de nos compatriotes. Puis, nous irons sur le front de l'Est, où nos FARDC enregistrent des victoires, mais où la nouvelle doctrine humanitaire de Washington soulève des questions existentielles pour notre souveraineté. Enfin, une lueur d'espoir avec la modernisation de notre économie, à travers la numérisation de nos douanes, un pas vers les standards internationaux. Voilà pour les titres. Installez-vous confortablement, le journal commence maintenant. Nous ouvrons ce journal avec un dossier d'une importance stratégique capitale. Car lorsque l'insécurité se rapproche de Kinshasa, elle cesse d'être un conflit lointain pour devenir une menace directe contre la stabilité de l'État. Le phénomène Mobondo, longtemps considéré comme une milice locale, est aujourd'hui au centre d'une crise exacerbée par des soupçons de complicité au plus haut niveau et des arrestations politiques qui sèment le trouble. Le fait brut, d'abord. Ce dimanche 28 décembre, la rhétorique officielle a changé. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations militaires dans l'Ouest, a publiquement qualifié le mouvement Mobondo non plus de milice, mais de rébellion. Plus grave encore, il a affirmé, je cite, « Le mouvement Mobondo bénéficierait de soutien provenant de proches du pouvoir ». Ces accusations, d'une fermeté inhabituelle de la part de l'armée, révèlent que la menace est prise au sérieux. Les miliciens, selon les FARDC, ne se contentent plus de raids, ils occupent des villages, les rebaptisent, chassent les populations et tentent d'imposer une nouvelle autorité. Ce n'est plus une simple escarmouche locale, chers compatriotes, et c'est pourquoi les salles de crise de Washington à Paris suivent ce dossier de près. Des think tanks comme l'International Crisis Group alertent depuis des mois sur ces dynamiques. Pour les chancelleries, comme le département d'État américain ou le Quai d'Orsay, une milice instrumentalisée politiquement aux portes de Kinshasa est une menace directe à la stabilité régionale et à la sécurité de leurs intérêts en Afrique centrale. L'histoire nous a appris que c'est ainsi que commencent les grandes déstabilisations. Face à ces révélations, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Le député national Gary Sakata, élu de Bagata, l'un des territoires meurtris, a exigé un rapport sérieux et objectif sur cette main noire politique. Il s'interroge, comme beaucoup d'entre nous, d'où viennent les armes, parfois sophistiquées, et la logistique qui permettent à ces groupes de tenir tête à notre armée si près de la capitale. Cette crise sécuritaire se double d'une controverse judiciaire et politique des plus sensibles. L'affaire concerne Emmanuel Ramazani Shadary, le secrétaire permanent du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Tout commence par une plainte déposée début décembre par un certain Ivo Ramazani, qui dénonce la destruction de sa ferme à Maluku par les Mobondo. Mais ce qui semblait être une plainte légitime d'un citoyen a pris une toute autre dimension. Le PPRD crie aujourd'hui au montage grossier. Le parti dénonce une instrumentalisation de cette affaire pour justifier, a posteriori, l'arrestation de son secrétaire permanent, détenu depuis plus de 2 semaines, sans clarification publique de sa situation.
ce climat de crispation s'est encore alourdi avec l'annonce de l'arrestation, cette nuit, de Dunia Kilanga, un autre cadre du PPRD, à son domicile. Chers compatriotes, soyons clairs, que ces accusations soient fondées ou non, la séquence est explosive. Notre armée pointe des complicités politiques dans l'Ouest et, en quelques jours, des figures de l'opposition sont arrêtées. C'est l'anatomie même d'une crise politique qui nourrit l'insécurité. Au-delà des jeux de pouvoir, cette situation affecte directement la vie de nos concitoyens dans les provinces d'Utvilou, du Kwango, du Mai-Ndombe et aux portes même de Kinshasa. La question que le rapport de notre armée nous impose à tous est donc brutale dans sa simplicité. Notre État a-t-il le courage de sectionner les racines politiques de cette violence, peu importe à quelle hauteur elle se trouve? La menace intérieure est complexe, nous le voyons. Mais la République démocratique du Congo fait également face à des pressions externes qui testent en permanence sa souveraineté. C'est notre second dossier. La souveraineté d'une nation, chers concitoyens, ne se mesure pas seulement à sa capacité à défendre ses frontières, mais aussi à défendre ses citoyens et ses intérêts sur la scène internationale. Ce soir, nous analysons deux cas emblématiques où Kinshasa est contrainte de clarifier sa position face à deux puissances mondiales, le Royaume-Uni et les États-Unis. Commençons par le bras de fer qui nous oppose à Londres. Le gouvernement britannique, engagé dans une politique migratoire des plus agressives, souhaite accélérer l'expulsion de migrants se déclarant congolais. Mais Kinshasa a tapé du poing sur la table. Le ministre délégué aux Affaires étrangères, Crispin Badou, a été catégorique ce dimanche. Je le cite. « Nous avons des divergences sur la procédure. C'est une question de sécurité nationale. » Le gouvernement congolais refuse de reprendre des individus sans une identification formelle et préalable. Pourquoi? Parce que, selon le ministre, de nombreux demandeurs d'asile se font passer pour des Congolais pour échapper à l'expulsion vers leur pays d'origine. Pour Kinshasa, l'identification est donc un préalable non négociable. Cette fermeté intervient alors que Londres, par la voix de sa ministre de l'Intérieur Shabana Mahmoud, menace la RDC de restrictions de visa. Si Londres teste notre souveraineté sur le principe de qui nous acceptons comme nos citoyens, Washington la teste désormais au niveau le plus fondamental, notre capacité à prendre soin de notre propre peuple en temps de crise. La pression sur notre nation vient de toutes parts. L'autre pression, chers compatriotes, est une onde de choc géopolitique qui force notre continent à affronter sa dépendance chronique. Hier, lundi 29 décembre, à Genève, l'administration Trump et les Nations Unies ont signé un mémorandum qui change les règles du jeu. Une promesse de 2 milliards de dollars a été faite pour 2026 et la RDC fait partie des 17 pays concernés. Mais derrière ce chiffre se cache une réforme profonde. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a été clair. Il s'agit de mettre fin au gaspillage et de mieux répartir le fardeau. Son haut fonctionnaire, Jeremy Lewin, a enfoncé le clou, affirmant que le financement sera désormais aligné sur les intérêts nationaux américains. Concrètement, Washington passe d'un système de centaines de subventions éclatées à un financement unique, mutualisé et contrôlé directement sur le terrain. L'impact pour nous est un paradoxe douloureux. Alors que nos besoins humanitaires sont criants, notamment à l'Est, le plan de réponse 2025 n'est financé qu'à 22%, notre principal donateur conditionne son aide à des critères qui deviennent plus politiques. Cette nouvelle doctrine de Washington ne doit-elle pas nous pousser à une introspection profonde? Pendant des décennies, nous avons compté sur la générosité internationale pour panser nos plaies. Mais cette dépendance nous rend vulnérables. Alors, la question doit être posée, que fait réellement l'Union africaine pour bâtir ses propres mécanismes de réponse d'urgence? L'Afrique peut-elle continuer d'attendre des solutions conçues à Washington ou Genève pour soigner ses propres enfants? Cette pression sur l'humanitaire est directement liée à la crise sécuritaire dans l'Est, où les besoins sont les plus aigus. Et pendant que nos soldats,
se battent pour chaque parcelle de notre territoire, une paix durable ne peut être garantie que par une économie forte. Cela nous amène à une bataille silencieuse menée non pas avec des fusils, mais avec des données. Mais d'abord, un point sur la situation militaire à l'Est. À l'Est de notre pays, la situation est faite de contrastes saisissants. D'un côté, des succès militaires encourageants qui témoignent de la bravoure et de la détermination de nos forces armées. De l'autre, un drame humanitaire qui ne faiblit pas et une tension diplomatique toujours aussi vive avec notre voisin, le Rwanda. Commençons par les bonnes nouvelles du front. Au sud Kivu, les FARDC ont repris le contrôle des localités de Luanga et Kigongo. Des avancées tactiques significatives qui renforcent la présence de l'État. Au nord Kivu, le mouvement de reddition se poursuit. 30 nouveaux rebelles du M23 AFC ont déposé les armes le 26 décembre à Walikale, portant à 165 le nombre de combattants qui ont récemment rejoint le processus de paix. Ces victoires sont celles de nos fils et de nos filles au front et nous devons les saluer. Sur le front diplomatique, Kinshasa continue de porter la voix de la vérité. Hier, devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kalikomba-Wagner, a une nouvelle fois accusé le Rwanda de soutenir le M23 dans le but de parvenir à un changement anticonstitutionnel en RDC. Elle a demandé des sanctions claires. Mais derrière ces manœuvres, la réalité pour nos compatriotes reste tragique. C'est la face sombre de cette guerre. Ce dimanche 28 décembre, dans le territoire de Rutshuru, des hommes armés assimilés au M23 ont enlevé au moins 42 femmes. Un acte d'une barbarie sans nom. Hier, sur la route entre Kaondia et Kachebere, 4 civils ont été blessés à l'arme blanche lors d'un braquage. Ces violences alimentent une crise humanitaire sans fin. À Mweso, dans le Massissi, des centaines de familles déplacées vivent dans une précarité absolue, hébergées dans des écoles, exposées aux intempéries. Leur drame est celui de milliers de nos compatriotes hors de nos frontières. D'ailleurs, une réunion gouvernementale a révélé hier l'ampleur de cet exode, citant des chiffres de près de 200 000 Congolais ayant cherché refuge uniquement au Burundi et en Tanzanie. Et pendant que nos soldats se battent pour chaque parcelle de notre territoire, une paix durable ne peut être garantie que par une économie forte. Cela nous amène à une bataille silencieuse menée non pas avec des fusils, mais avec des données et de la technologie. Loin du bruit des bottes et des tensions diplomatiques, une transformation fondamentale est en cours pour moderniser notre État et améliorer le climat des affaires. Il s'agit du lancement de la transmission électronique obligatoire des documents douaniers. Hier, la première ministre Judith Suminwa a qualifié cette avancée de révolution historique qui hisse la RDC sur l'échiquier des États modernes. Elle a été ferme, martelant que le processus est irréversible et qu'aucune action contraire ne sera tolérée. Concrètement, pour nos entreprises, les bénéfices sont multiples. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a listé les avantages, une réduction significative des coûts et des délais, une transparence totale, une meilleure traçabilité et surtout, la fin des tracasseries administratives qui usent nos entrepreneurs et favorisent la corruption. La mise en œuvre technique est assurée par des opérateurs clés. Yann Lehaut, le directeur général de Ségus, a insisté pour que cette voie électronique devienne la seule voie d'exploitation. De son côté, Jean-Claude Kalenga, le directeur général adjoint de la DGDA, notre douane, a détaillé les avancées concrètes. Contrôle de l'authenticité des documents et fin des fraudes. Il faut être lucide. Cette modernisation n'est pas qu'une affaire technique. C'est une partie de la réponse de la RDC aux pressions internationales. Cette révolution est aussi une condition posée par nos partenaires financiers, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, pour garantir la traçabilité des recettes et, en fin de compte, la capacité de l'État à rembourser ses dettes. En adoptant ces standards, notre pays se connecte plus efficacement au grand bloc économique et envoie un signal fort aux investisseurs. Mais si l'État se modernise à son sommet,
la vie dans nos provinces et le quotidien de nos concitoyens restent marqués par des défis persistants. Au Congo central, la paralysie institutionnelle continue. La plénière de l'Assemblée provinciale a été suspendue hier, faute de quorum. Selon le rapporteur Billy Ntunga, seuls 4 députés sur 40 étaient présents. Une autre crise institutionnelle secoue le Sud-Ubangi, où l'Assemblée provinciale a voté la mise en accusation du gouverneur Michel Mobonga pour détournement des deniers publics. Il est désormais réputé démissionnaire. Une note plus constructive nous vient du Tanganyika, où les députés provinciaux ont adopté le budget pour l'exercice 2026, réajusté à plus de 541 milliards de francs congolais. Un outil essentiel pour le développement. Enfin, au Kasaï, un appel à la paix a été lancé. Un notable a sollicité l'implication personnelle du gouverneur Crispin Mukendi pour aider à réunifier les communautés Pende et Wongo, en conflit depuis plusieurs mois. Ces blocages politiques ont des conséquences directes sur la vie de nos concitoyens. La crise des salaires des fonctionnaires en est l'illustration la plus douloureuse. À Gungu, dans le Kwilu, les enseignants totalisent 3 mois d'arriérés. L'un d'eux nous a livré cette phrase poignante. Même l'enfant de celui qui vend du vin de palme vit mieux que l'enfant d'un enseignant de Gungu. Pendant ce temps, à Kinshasa, le comité de suivi de la paye assure que toutes les dispositions sont prises pour que chaque agent de l'État soit payé avant le nouvel an. Une promesse faite dans la capitale, chers compatriotes, mais qui sonne terriblement creux ce soir à Gungu. Cette déconnexion entre le discours officiel et la dure réalité du terrain est une fracture qui traverse profondément notre société. L'insécurité, elle, ne se limite pas aux zones de conflit. À Muchacha, dans le Lualaba, une vingtaine de détenus se sont évadés de leur cachot, semant la peur dans cette zone minière. Nos routes continuent également d'endeuiller nos familles. Dimanche, sur l'avenue Elengesa à Kinshasa, un camion a percuté une moto, quittant la vie à une famille entière, un couple et leur enfant d'1 an. Hier soir, sur l'avenue Libération, c'est un autre camion dont le chauffeur était en état d'ivresse qui a terminé sa course sur le bas-côté, faisant plusieurs blessés. Dans ce tableau sombre, une petite lueur d'espoir avec la mise en service aujourd'hui du nouveau pont Kabu sur l'avenue Kasavubu à Kinshasa, qui devrait fluidifier la circulation. Pour terminer cette section, quelques brèves. Dans le secteur du numérique, Sargotis Corporation a lancé sa nouvelle plateforme de commerce en ligne, Agizando, une solution locale pour digitaliser les échanges en RDC. Côté télécom, le ministre du numérique a lancé un appel à la société Vodacom pour améliorer de toute urgence la qualité de la connectivité dans la province du Sankuru, où la population se plaint de services défaillants. Et enfin, le sport. Tous nos regards sont tournés vers Rabat, au Maroc. Nos léopards disputent en ce moment même leur match décisif, menant déjà 2-0 contre le Botswana pour la qualification au second tour de la CAN 2025. Un point suffit, mais c'est une victoire que tout un peuple attend. Nous voici au terme de cette édition. Retenons ensemble les 4 points clés de l'actualité de ce 30 décembre. Premièrement, la crise Mobondo à l'ouest, que l'armée qualifie désormais de rébellion, avec des accusations de complicité politique qui font trembler le pouvoir. Deuxièmement, les tensions diplomatiques, avec la fermeté de Kinshasa face aux pressions britanniques sur la question migratoire. Et l'inquiétude face à la nouvelle doctrine américaine sur l'aide humanitaire. Troisièmement, la situation contrastée sur le front de l'Est, où les succès de nos FARDC sont assombris par la persistance d'un drame humanitaire insupportable pour nos populations. Et enfin, la modernisation de nos douanes, une avancée concrète qui porte l'espoir d'une meilleure gouvernance et d'un climat des affaires assaini. Ce soir, l'actualité nous rappelle que notre nation se bat sur tous les fronts. À l'intérieur contre ses propres démons, à l'extérieur pour affirmer sa souveraineté et au quotidien pour construire un avenir moderne. La victoire ne sera possible que par l'unité et la clairvoyance. Retrouvez nos analyses détaillées et vos réactions dans notre émission digitale Inside News Review.
nous vous invitons à visionner la dernière émission de cette année 2025, les Tshisekedi et l'or bleu. Je vous retrouve demain, même heure, pour une autre édition d'Inside News RDC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était Serena pour vous servir.